Il était le témoin clé du procès de Patrick Dils et il est resté sur ses positions. Pressé de questions pendant 2 heures, Francis Holm réaffirme qu'il n'a pas tué les 2 enfants à Montigny-lès-Metz. Compte rendu d'audience à Lyon dans un instant. L'échec de la mission de Colin Powell au Proche-Orient, pas de cessez-le-feu, pas de retrait israélien, ni même de déclaration d'intention. Colin Powell accusé de partialité par les Palestiniens. Les salariés de Canal+ dans la rue, ils étaient 1 millier devant le siège de Vivendi Universal pour protester contre le limogeage de Pierre Lescure. Le CSA s'en mêle. Son président Dominique Baudis s'interroge sur le maintien de l'autorisation d'émettre accordée à la chaîne. Une décision judiciaire qui émeut tout un village des Hautes-Pyrénées. 2 fillettes sont retirées à leur famille d'adoption. Motif, elles reçoivent trop d'amour. Même leur père naturel ne comprend pas. La décision officielle serait imminente. Le permis de conduire ne sera plus remis en main propre à la fin de l'examen, mais envoyé par la poste pour éviter les agressions des candidats recalés. Vendredi dernier encore, un examinateur a été frappé à la tête. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Qui est l'auteur du meurtre des petits Cyril et Alexandre à Montigny-lès-Metz il y a presque 16 ans? Patrick Dils a déjà été condamné à 2 reprises, mais pour ce 3e procès, jamais le doute n'a été aussi grand. Et hier, 2 gendarmes auteurs d'une contre-enquête indiquaient que le double meurtre portait la quasi-signature du tueur en série Francis Holm. Francis Holm présent sur les lieux du crime, qui était interrogé aujourd'hui. Ce n'est pas moi, a-t-il réaffirmé. Sur place, Valérie Hermite, Frédéric Bonne. Jamais le public n'aura été aussi nombreux. L'audience ne commence que dans 3 heures et la longue silhouette de Francis Holm s'engouffre dans le palais de justice de Lyon. 2 heures d'audition qui n'auront rien d'une confession. Je suis un tueur en série médiatisé, dit Francis Holm. Et à chaque fois qu'il y a un meurtre, c'est Holm. Je commence à en avoir assez. Holm reconnaît bien avoir vu les enfants vivants qui lui jetaient des pierres. Il reconnaît aussi avoir été ramassé par les pêcheurs, le visage ensanglanté le jour du crime. J'étais tombé, dit-il. Pour le reste, j'ai tout inventé, j'ai dit n'importe quoi. Vous aviez tout de même raconté, s'interroge la présidente, être monté sur le talus, avoir vu les enfants morts, puis avoir vu l'auteur du crime. Maintenant, vous dites encore autre chose. Vous le savez bien, dit Holm, je change à chaque fois de version. Il me paraît évident que Holm est impliqué dans cette affaire. Ce n'est pas uniquement l'avocat de Dils qui le dit, c'est 300 pages de supplément d'information. Le supplément d'information, encore une fois, dit quasi-signature de Holm. Aujourd'hui, on a Holm 9e version. Mais la seule constance que je remarque, c'est qu'il a toujours indiqué qu'il n'était pas l'auteur de ce double crime. Les gendarmes avaient prévenu la cour. Vous ne tirerez rien de Francis Holm, car vous êtes en position de demandeur. Vous n'avez plus aucun nouvel élément à lui opposer. Francis Holm n'a effectivement rien dit, sauf rappeler quel était son genre. Mon style à moi, dit Holm, c'est l'opinel, et j'étrangle à main nue aussi. Puis il parle de Patrick Dils. Je pense souvent à lui, et je pense qu'il est innocent. Suite de l'audience demain. Justice encore, on a appris en milieu d'après-midi l'arrestation de 5 personnes à Paris et en banlieue parisienne dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'attentat de Richard Reed, l'homme aux semelles piégées. Les 5 hommes lui auraient apporté un soutien logistique. Richard Reed, rappelons-le, avait embarqué à Roissy dans un avion à destination de Miami avec des explosifs dissimulés dans ses chaussures. C'était en décembre dernier. Le chiffre qui choque, voici les premières statistiques officielles récentes de la police concernant les violences ou les actes antisémites. Depuis le 29 mars, donc en 3 semaines, 303 actes, très exactement, ont été recensés. Dans la plupart des cas, il s'agit de graffitis, mais on a relevé 14 incendies ou tentatives d'incendie de synagogues et 16 agressions physiques. Des violences ou des actes de vandalisme sont donc signalés chaque jour. Des dizaines de personnes ont déjà été interpellées. Exemple à Garges-les-Gonesse, reportage Yann Fronty, Martin Calidi. 3 jours après, c'est tout ce qu'il reste de l'agression. Du verre brisé et des bouts de carton calciné. Dimanche soir, 2 cocktails Molotov, des bouteilles de bière remplies d'essence ont été jetés sur cette terrasse. Par chance, seule la haie s'est embrasée. On était dans le salon, on regardait la télé et donc à travers les volets et les rideaux, mon mari a vu une grande flamme qui jaillissait dans le balcon.
Et donc on a eu peur, on a vite pris des seaux d'eau pour éteindre le feu. Depuis 5 ans qu'ils vivent ici, c'est la première fois que cette famille juive est victime de tels actes. Inquiète, la mère accepte de témoigner mais à visage caché par peur de représailles. Envie de se faire discret, de ne pas polémiquer, à la synagogue située au cœur d'une cité, le représentant de la communauté juive accepte lui aussi de parler mais sans être montré. Nous sommes des gens pacifistes, on est pour la paix, on n'est pas là pour développer un climat de haine avec nos frères musulmans, parce que ce sont nos frères, on est tous frères, on habite tous la même planète, et transporter les problèmes du Moyen-Orient en France, c'est intolérable. Il y a 15 jours à Garges, des cocktails Molotov avaient déjà été projetés contre l'appartement d'une famille juive. 2 jeunes ont été arrêtés, des jeunes jusque-là inconnus des services de police. C'était un majeur et un mineur, le mineur en particulier étant vraiment très jeune, puisque âgé de 13 ans, et 2 personnes originaires du Maghreb qui peut-être en manque de repères, mais qui d'un autre côté en même temps suivaient des cours d'arabe, des cours d'éducation musulmane, donc peut-être en quête de repères. Demain, ces jeunes seront présentés au juge. Ils risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. La police a été chargée d'une enquête préliminaire visant les éventuels préparatifs en France de l'attentat supposé de la synagogue de Djerba en Tunisie. La France qui confirme l'identité du chauffeur du camion. Son nom figurait bien dans la revendication d'un groupe proche d'Al-Qaïda. On apprend par ailleurs, toujours en Tunisie, que 2 synagogues ont été vandalisées ces derniers jours à Marsa et à Sfax. Voilà qui nous amène à la situation au Proche-Orient. Principale information de la journée, la fin de la mission du chef de la diplomatie américaine, Colin Powell, qui rentre bredouille. Pas la moindre promesse de retrait côté israélien, pas le moindre engagement de lutte contre le terrorisme côté palestinien. Le dernier rendez-vous ici avec Yasser Arafat n'a rien donné. On parle même d'un climat tendu. Un proche du président palestinien a évoqué une rencontre catastrophique et mis en doute l'impartialité des États-Unis. Yasser Arafat lui-même n'a pas caché sa colère. On l'écoute à l'issue de cette discussion. Je demande à l'ensemble de la communauté internationale, au président Bush, aux Nations Unies, est-ce acceptable que je ne puisse pas sortir? Est-ce acceptable? Et pour combien de temps? Vous pensez que cela n'aura aucun effet sur la stabilité et la paix au Proche-Orient? On retrouve Étienne Lénart à Washington. Étienne, même si George Bush a parlé d'avancée tout à l'heure, il n'y a rien de concret, mais on peut s'interroger sur la détermination américaine à faire plier Israël. Oui, l'une des raisons, David, avancée par beaucoup d'observateurs ce matin ici à Washington pour expliquer cet échec de la mission de Colin Powell, c'est qu'effectivement, à aucun moment, ni M. Powell ni M. Bush n'ont pris le risque de faire planer sur Israël la menace de sanctions pour obtenir un retrait des troupes israéliennes, sanctions économiques, sanctions militaires par exemple. C'est ce que George Bush père avait fait, lui, au début des années 90, lorsqu'il était président des États-Unis, à l'encontre du Premier ministre israélien d'alors, M. Shamir. Et cela s'était finalement retourné contre lui sur un plan politique intérieur ici aux États-Unis, puisqu'il avait perdu l'élection suivante. Alors M. Powell rentre sans rien, on vient de le dire, si ce n'est le mécontentement des Palestiniens et des pays arabes, et toute la frange la plus conservatrice de l'administration de George Bush va s'empresser de crier au président, nous vous l'avions bien dit, cette mission était vouée à l'échec et votre prestige dans la région, Monsieur le Président, est entamé. Et la vraie question finalement maintenant qui reste et qui est encore très indéterminée, c'est de savoir si George Bush, échaudé par cet échec, va finalement temporiser, va attendre de voir si les choses se calment, ou s'il va poursuivre dans son réengagement, le réengagement qu'il a promis au début du mois d'avril. Et on parle à cet effet de l'envoi éventuel de la mission du patron de la CIA dans la région dans les semaines qui viennent et de l'organisation éventuelle aussi d'une conférence au mois de juin, une conférence sur le Proche-Orient. Merci Étienne. Les Israéliens qui plus que jamais mettent en cause le double langage de Yasser Arafat, ils affirment avoir mis la main lors des opérations militaires sur des documents qui montrent sa complicité avec le terrorisme. À Jérusalem, Dorothée Oliéric, Christian Autain. Les services secrets israéliens sont partout, y compris au-dessus des Palestiniens toujours bloqués dans l'église de la Nativité. Ces images ont été prises depuis un ballon espion. Les services secrets de l'armée, plus bavards que jamais, ont également rendu public des documents rédigés en arabe et portant la signature de Yasser Arafat.
Ce fax fait partie des courriers qui auraient été saisis dans les bâtiments de l'autorité palestinienne à Ramallah. Signé par Yasser Arafat, on y trouve des phrases telles que « Nous écrirons avec du sang la carte de notre nation ». Ou encore on voit des traces de versement d'argent pour le financement d'actes terroristes. Quand on trouve le nom de Raïd Karmi, un terroriste bien connu, et qu'on voit la signature d'Arafat, qui lui verse 2500 $ pour préparer des actes terroristes, eh bien pour moi, le lien est très clair. Dans une autre lettre, traduite ici en anglais et émanant des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, un groupe armé issu du Fatah de Yasser Arafat, il serait question du coup de l'assassinat d'un Israélien. Cette lettre était adressée à Fouad Choubaki, un proche d'Arafat. Pour beaucoup d'observateurs israéliens, ce type de document n'est pas nouveau, mais Ariel Sharon les rendrait publics pour se débarrasser de Yasser Arafat. Depuis qu'Arafat est l'obstacle pour la paix aux yeux de M. Sharon, tous ces papiers, qu'ils soient vrais ou faux, ne veulent absolument rien dire. Le fait, c'est la politique de M. Sharon et de mettre Arafat dehors. Les Palestiniens rejettent toutes les accusations. Pour eux, les Israéliens fabriquent des preuves. Deux images des opérations qui se poursuivent dans les villes réoccupées. Celle-ci date d'hier, des unités d'infanterie en action dans le camp d'Ascar, près de Naplouse, maison par maison, avec, vous le voyez, la constitution de nombreux prisonniers. Et puis le siège de la basilique de la Nativité à Bethléem, échange de tirs avec des Palestiniens armés retranchés dans l'église la nuit dernière. Israël qui estime que sur les 200 Palestiniens assiégés, une trentaine sont identifiés comme terroristes. À l'étranger encore, le sacre de celui qu'on appelait le poète guerrier. Tchanana Gusmao a été élu premier président du Timor oriental avec 83% des voix. Il a passé sa vie à lutter pour l'indépendance dans le maquis, indépendance acquise il y a quelques mois après le retrait des troupes indonésiennes. Pendant des années, Tchanana Gusmao avait promis qu'il ne deviendrait jamais chef d'État. Il se voyait fermier ou photographe. Il a donc fini par changer d'avis. En France, les suites de ce que l'on peut appeler désormais l'affaire Canal+. L'éviction de Pierre Lescure a été confirmée aujourd'hui par le conseil de surveillance. L'émotion reste très vive parmi les salariés qui ont manifesté aujourd'hui à Paris. David Boéry. Salariés et abonnés de Canal+, ils sont près d'1 millier de manifestants réunis sous les fenêtres de Jean-Marie Messier. À 15 h, la foule accompagne Pierre Lescure, le patron évincé de la chaîne, jusqu'aux portes de Vivendi Universal. Il est convoqué à un conseil de surveillance de Canal+. Dehors, certains abonnés se posent déjà des questions. De la façon dont ça s'est fait, c'est pas logique, quoi. Vous allez garder votre abonnement ? Je sais pas encore, non. J'hésite parce que c'est soutenir Jean-Marie Messier et donc c'est pas sûr que je le garde. Une heure plus tard, Pierre Lescure confirme son éviction et son remplacement par Xavier Couture, venu de TF1. Il a demandé la nomination, l'élection de Xavier Couture comme président du directoire. Toutes ces décisions ont été adoptées par 3 voix contre 2. 3 voix qui étaient celles des représentants de Vivendi Universal. Au siège de Canal+, la résistance s'organise. Deuxième assemblée générale ce matin sur le plateau des Guignols de l'Info. Pas question de perturber les programmes, mais les salariés maintiendront la pression jusqu'à l'assemblée générale de Vivendi Universal. Alors, est-ce que ça peut durer? On n'en sait rien. Nous, on a tous envie que ça dure au moins jusqu'au 24. Pour dire aux actionnaires de Vivendi, faites gaffe, le mec qui nous dirige là, le Messier, il est peut-être pas aussi bon que vous le dites. D'ici jeudi prochain, Jean-Marie Messier doit encore convaincre les marchés financiers et rassurer le CSA. Il est convoqué dès demain au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Oui, on sait que Vivendi Universal, maison mère de Canal+, est elle-même en difficulté. Et pour beaucoup, Jean-Marie Messier a cherché à donner des gages. Alors, question simple, qui a vraiment la main? Qui décide? L'affaire Canal+ met en lumière les mécanismes de pouvoir dans ces groupes de dimension mondiale. Explication Martin Gouès. C'est archi fastoche. Effectivement, à première vue, c'est facile. Jean-Marie Messier, c'est Vivendi, et Vivendi, c'est Jean-Marie Messier. Débarqué Pierre Lescure, il l'a décidé seul comme souvent, mais cette fois la décision vise à rassurer ses actionnaires. Car 80% du capital de Vivendi est en bourse, détenu principalement par les fonds de pension américains.
La France. Vous vous souvenez? Oh yes, oui, Camembert, Tour Eiffel, le Moulin Rouge. Un actionnariat éclaté qui lui permettait de mener seul sa boulimie d'acquisition. Je laisse la caricature au guignol. Oh yes. Jean-Marie Messier aura le 24 avril, lors de l'Assemblée Générale, à rendre des comptes à ses actionnaires. Non. Jean-Marie Messier incarne le pouvoir personnel. Cette stratégie personnelle n'a pas plu au marché. Depuis le début de l'année, l'action a perdu 40% de sa valeur. Excusez-moi, je n'ai rien sur moi. Je sais, ouais, non, je viens pas pour ça. Non, cette nuit, j'ai dormi dans les pages saumon du Figaro et je me disais, je rachèterais bien ta boutique, moi. En moins d'une semaine, l'action a repris 15%. En se débarrassant des dirigeants de Canal+, Jean-Marie Messier rentre dans le rang. Le dernier mot reste à la bourse, ce qui fait de Vivendi Universal une World Company, une entreprise mondiale comme une autre, où le patron n'est qu'un simple salarié des actionnaires. Une crise qui fait irruption, en tout cas dans la campagne présidentielle. Très nombreuses réactions. Ce qui est en jeu, c'est la richesse et la diversité de notre paysage audiovisuel, dit Jacques Chirac. Je ne laisserai pas toucher à Canal+, dit Lionel Jospin, qui indique que le gouvernement se montrera très vigilant, notamment sur l'identité de la chaîne. Jean-Pierre Chevènement estime précisément que Jean-Marie Messier doit être convoqué à Matignon pour lui rappeler ses engagements. François Bayrou dénonce, lui, sa brutalité. Christine Boutin parle de limogeage inacceptable. La politique, justement, avec, comme tous les 15 jours, notre sondage Ipsos en collaboration avec Le Point. Principal enseignement, la baisse des deux favoris au premier tour se poursuit, comme le montrent ces courbes. Jacques Chirac en tête avec 22% perd 1 point. Lionel Jospin également à 18% d'intention de vote. Viennent ensuite Jean-Marie Le Pen, 13% plus 1. Arlette Laguillet perd 4 points à 7%. Noël Mamère, 6,5 plus 1,5. Jean-Pierre Chevènement, 6% moins 2,5. Robert Hue est à 5,5 en hausse d'un demi-point. François Bayrou, 5%. Adelin Madelin, 4%. Jean Saint-Josse, 3,5. Bruno Maigret, 3%. Olivier Besancenot, 2,5. Christiane Taubira, 1,5. Corinne Lepage et Christine Boutin, 1%. Daniel Gluckstein, 0,5. 22% des personnes interrogées, certaines d'aller voter, n'expriment pas d'intention de vote. Au deuxième tour, Jacques Chirac l'emporterait 51% contre 49%, les mêmes scores qu'il y a 15 jours. Et notez bien tout de même que les sondages ne sont qu'un instrument d'analyse de l'opinion et pas un outil de prévision des résultats électoraux. C'est ce que rappelle mot pour mot et avec insistance la commission des sondages. Parmi les particularités de ce scrutin, particularités souvent relevées par la presse étrangère, la multiplicité des candidatures trotskistes. Ils sont 3, on parlera de Daniel Gluckstein dans un instant. D'abord, petit comparatif Laguillet-Besancenot. On peut noter qu'Olivier Besancenot, pour la LCR, est né en 1974, l'année de la première candidature d'Arlette. Florence Griffon, Émilie Lançon. Ici, la présidentielle, c'est d'abord la fête. Mais ça n'empêche pas Olivier Besancenot de penser sérieusement à la création d'un grand parti à la gauche de la gauche. En votant pour le jeune facteur, vous voterez aussi pour ce courant d'extrême gauche qui pense qu'aujourd'hui l'heure est au rassemblement unitaire, sans sectarisme, de tous ceux qui s'opposent au capitalisme aujourd'hui. Chez Lutte ouvrière, rien n'est laissé au hasard. Arlette Laguillet n'a qu'une demi-heure pour manger, un repas préparé par les camarades. Ce soir, poulet petits pois. Puis c'est l'heure du meeting, qui commence invariablement par la même formule. Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. La salle est calme et disciplinée. Personne ne pose de questions. Après 1 heure de discours, Arlette s'en va. Je n'ai plus de voix. Je ne vais pas l'oublier, mais j'ai plus de voix. Demain, un autre meeting l'attend. Alors est-ce que tu ne penses pas que c'est inconsidéré d'interdire tout licenciement? À la LCR, au contraire, on mise beaucoup sur le débat. Au début de la campagne, les interventions avaient tendance à s'éterniser. Depuis peu, Olivier Besancenot s'économise. 23h, une brève séance de dédicace, c'est fini. Il est pressé d'aller se coucher. Troisième candidat trotskiste, Daniel Gluckstein, le mal-aimé des sondages, n'en tenait pas trop compte, dit-il. On l'écoute. Moi j'ai un avantage, je suis le seul candidat qui est sûr de faire mentir les sondages, puisqu'aujourd'hui encore les sondages me créditent de 0%. Donc vous voyez, je suis très à l'aise pour vous dire que je ferai plus. On a affaire à une manipulation extraordinaire avec ces sondages. Il y a encore des instituts de sondage qui refusent de proposer mon nom aux électeurs. J'espère que le soir du deuxième tour, ils accepteront de dire que j'ai eu des voix.
Image du dernier meeting de Lionel Jospin, c'est à Rennes en ce moment. Certains ont été entartés. Lionel Jospin, lui, a reçu de la sauce tomate au moment où il s'apprêtait à monter sur la tribune. Apparemment, deux jeunes hommes se sont fait passer pour des militants. Ils sont à l'origine de ce geste. Ils sont actuellement interrogés par la police. Le candidat socialiste n'a pas du tout apprécié. Un peu plus tôt, Lionel Jospin avait eu cette mise en garde assez vive. Si Jacques Chirac est réélu, je pense que nous n'irions pas à 2007 sans crise. Propos vivement dénoncés comme un nouvel écart de langage par Antoine Rufenacht, le directeur de campagne du président de la République. Jacques Chirac, lui, parle de propos de campagne sans faire plus de commentaires. La rubrique People, cette fois, c'est Alain Madelin qui pose dans Gala aux côtés de sa nouvelle compagne. Elle s'appelle Karine, elle est chef d'entreprise. Je vous rappelle que l'ancien ministre est marié, père de 3 enfants et séparé. Une bonne nouvelle pour Noël Mamère. Une simulation d'élection présidentielle a été organisée parmi les étudiants de Sciences Po en province. C'est lui qui arrive en tête avec 20% des voix. Noël Mamère, dernier meeting également au Cirque d'hiver à Paris. Reportage Alban Mikosi, Frédéric Faure. Une bise par-ci, une autre par-là. À 10 minutes du début de sa dernière réunion publique, Noël Mamère semble détendu. Oublier l'épisode Alain Lipiette, s'étouffer les querelles internes, le candidat vert aura au moins réussi à dompter les états d'âme. Tous saluent sa capacité à rendre populaires les idées des Verts. Quand j'entends Christine Boutin découvrir avec compassion le sort des sans-papiers, quand j'entends le président de la République contester le 3e aéroport international dans le Grand Bassin parisien, ou quand j'entends Lionel Jospin se rallier à la majorité à 17 ans, je me dis que les Verts ont raison de semer des graines qui vont lever. Et pendant que le cirque d'hiver se remplit doucement, en grande majorité de jeunes, le candidat répète les formules choc de son intervention. Les Français ont fini par comprendre que nous pouvions être utiles à améliorer la qualité de leur vie et aussi utiles à donner un nouveau souffle à la gauche, parce que c'est vrai qu'entre super menteurs et super frileux, aujourd'hui, ça ne les rend pas très enthousiastes. Officiellement, les Verts se contenteraient de passer la barre des 5%. En réalité, ils voudraient surtout devancer Robert Rue et Jean-Pierre Chevènement pour être incontournables à gauche avant le second tour. Et dans un instant, Jean-Marie Le Pen, invité d'élection 2002 face à la rédaction. Économie, on en parle moins, mais la grogne des médecins se poursuit. Ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer des tarifs supérieurs à la norme de la sécurité sociale. Et le climat s'alourdit. Dans le Finistère, la CFDT appelle les patients à dénoncer ce qui augmente ainsi les prix. Les médecins se disent scandalisés. Ils parlent d'une liste noire. À Brest, Charlotte Millet, Gabriel Camilla. Décidément, pas facile de manifester sereinement quand on est médecin conventionné dans le Finistère. Philippe Donou est bien placé pour le savoir. Depuis lundi, la CFDT demande à ses patients de le dénoncer, comme ses collègues qui ne pratiquent pas les tarifs en vigueur. Une démarche que ces médecins ne comprennent pas, d'autant que leurs noms et les tarifs qu'ils pratiquent sont connus à l'avance de leurs patients et de la caisse primaire d'assurance maladie. On ne comprend pas pourquoi la CFDT s'engage dans une telle réflexion, puisque s'il y a des sanctions à prendre, l'administration saura les prendre. Donc pourquoi faire une double liste ? Tout a commencé la semaine dernière par le coup de gueule de ce patient excédé. Il a refusé de payer à sa pédiatre les 30 € qu'elle demandait habituellement. Il lui a fait un chèque de seulement 22,87 €, le tarif en vigueur pour les spécialistes conventionnés. La pédiatre lui a dit de ne plus revenir. Je sais que je suis bon pour aller voir un autre médecin, puisqu'on nous a clairement indiqué qu'on ne voulait plus nous voir. La pédiatre nous a dit qu'elle ne voulait plus nous voir. Mais en même temps, bon, c'est regrettable d'en arriver là. Moi, je pense à des amis qui me disent « mais on est d'accord, on pense comme toi, mais on n'ose pas le dire, c'est notre médecin, on n'a pas envie de le faire ». La CFDT a donc décidé de relayer les attentes de ses patients mécontents, en recueillant les noms des médecins en désaccord avec la convention en vigueur. Ce qu'on est en train de faire, c'est de constituer une liste des médecins qui appliquent les tarifs conventionnels et une liste des médecins qui ne les appliquent pas. Ensuite, nous, en interne, on décidera ce qu'on fera avec cette liste. Celle concernant les praticiens respectueux de la convention pourrait être publiée. Y figuraient alors seulement 40% des médecins généralistes du Finistère. La relance du débat sur l'euthanasie, ce sont souvent les malades eux-mêmes ou leurs familles qui réprouvent l'acharnement thérapeutique. Alors comment faire ? Eh bien, le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, propose d'autoriser dans certains cas l'euthanasie à condition de respecter ce qu'il appelle des critères de minutie, parmi lesquels le respect de la volonté du patient, bien sûr, une décision collective, une décision qui ne serait pas prise, qui serait prise au contraire dans l'urgence, et puis des
des éléments inscrits systématiquement dans le dossier du malade. Les témoignages sur le sujet sont extrêmement rares. Notre équipe a rencontré 2 patients dont le traitement a été interrompu. Reportage à la maison Jeanne Garnier à Paris, dans un établissement spécialisé dans les soins palliatifs. Isabelle Quintard, Christian Leroux. Je me sens dans les vestibules du ciel, sur le parvis du paradis. Lucien a été admis il y a 5 jours dans cette unité de soins palliatifs. Atteint d'un cancer, il ne suit plus de chimiothérapie. Il attend presque sereinement. Je n'ai aucune raison de mettre un terme à ma vie, aucune. Regardez là, vous êtes tous super sympas. J'ai 2 jeunes filles qui m'attendent. On va aller se promener dans le parc, elles vont me pousser. On va fumer une cigarette. C'est sympathique. Je souhaite que les jours qui suivent soient aussi sympathiques. Je souffrirai. Je penserai peut-être à l'euthanasie. Dans cette unité, la vie est en sursis. Et pour tous ces malades, la douleur est la plus grande des angoisses. Tant que je ne souffrirai pas, je ne choisirai pas de demander à mourir tout de suite. Je trouve que ça vaut le coup de vivre, sans souffrance. Ils vous font pas mal les coudes. Exprimer le désir de mourir est encore tabou en France. Les pratiques d'euthanasie ont lieu toujours aux frontières de la loi. Entre le risque d'acharnement thérapeutique et le respect de la volonté du patient, la tâche des soignants n'est jamais simple. L'interruption des traitements, la réflexion sur l'interruption des traitements doit être vraiment approfondie ces prochains temps pour bien voir quels sont les critères où on peut arrêter un traitement, mais il n'y a pas que des machines respiratoires, il peut y avoir des chimiothérapies, il peut y avoir d'autres traitements, où c'est licite d'arrêter le traitement parce que les continuer, ce serait s'obstiner de façon déraisonnable, de façon disproportionnée avec l'état du patient. Face à des considérations à la fois médicales et philosophiques, Lucien, lui, a déjà trouvé une réponse, celle de l'esprit. Quand on a vu ce que l'on fut sur Terre et ce qu'on y laisse, tout le reste est faiblesse. Voilà, c'est une réflexion qui est donc engagée par le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, qui a réuni de nombreux experts. Je vous parlais des conditions, des critères de minutie. Il s'agissait bien sûr de décisions qui ne pouvaient être prises dans l'urgence et non pas l'inverse. Une décision judiciaire qui émeut tout un village des Hautes-Pyrénées. 2 fillettes vont être retirées à leur famille d'adoption. Motif, un surinvestissement des parents adoptifs. Elles recevaient trop d'amour. Même leur père naturel ne comprend pas. À Cavanac, dans les Hautes-Pyrénées, reportage Muriel Lassaga, David Bress. Une grande maison en pleine campagne. L'univers d'Audrey et Malvina depuis 5 ans. Patrick et Marie, c'est leur famille d'accueil. Aujourd'hui, ils auraient dû se séparer des fillettes. Ils ont refusé. Est-ce qu'elle me les a mis? Ah non, elle se les a emmenés. Qu'est-ce que vous cherchiez? Patrick et Marie. C'est quoi Patrick? Les peluches avec lesquelles dort Malvina. Et donc elles ont donné aux peluches vos prénoms? Oui, oui. On leur a amené de l'éducation, on leur amène de l'instruction. C'est un véritable travail, quoi. On élève des enfants. Voilà. Et finalement, c'est peut-être trop? Oui, point d'interrogation. C'est en tout cas ce que considère la juge pour enfants qui parle de surinvestissement. Alors elle a décidé de placer les fillettes d'urgence dans une autre famille d'accueil pendant 2 mois. Dans son rapport, le magistrat estime que les enfants sont en souffrance, ne pouvant choisir entre le père et cette famille d'accueil. Le père le voici, lui à qui l'on a retiré la garde de ses enfants, a un avis très tranché. Si on les met dans une autre famille d'accueil, il va être perturbé. Et encore, après, il faut changer l'école. Bon, de toute façon, comme je connais, elle ne va plus rien faire. Il faut se refaire des copains, des copines. Puis c'est à 50 km de la maison. C'est pas à côté. La juge est en congé. Impossible de comprendre les raisons profondes d'une telle décision. Mais pour les familles, les textes sont clairs. La famille d'accueil n'a qu'un rôle de tuteur et ne doit pas se substituer à celui des parents. Des frontières théoriques que le cœur ne peut pas toujours respecter. Ce soir, Audrey et Malvina dormiront ici, chez elles. Je vous le disais en titre, et c'est aussi un signe de la montée des incivilités ou des violences. Les résultats du permis de conduire seront désormais envoyés par la poste. La mesure a été annoncée par le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, suite aux récentes agressions qui se multiplient contre les inspecteurs en cas d'échec. Explication Sébastien Leguet, Jean-Louis Bousser.
pas. Bon, ben recalez, mademoiselle, et poussez votre genou, merci beaucoup. Oh, bah alors, sale vieux. Nymphomane. Suivant. Bonjour, Monsieur Loret. Avant, ce qui différenciait le permis du bac d'une analyse médicale ou d'un entretien d'embauche, c'est qu'on était fixé dans la minute. Pour les candidats reçus, c'était tout de suite la vie en rose, comme le petit papier. D'autres, en revanche, entraient dans une colère noire comme c'était pas permis. Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti, là? Et pourquoi ça fait un bruit d'évier quand je l'ai remue, hein? Alors, pour éviter ces fâcheux coups de sang, aujourd'hui, l'examen finit un peu en queue de poisson. Votre résultat par courrier sous 48 heures, hein, comme L'élève est prié de prendre la portière. Voilà, au revoir, monsieur. Et l'inspecteur rédige dans le plus grand secret de mystérieuses appréciations. On retrouvait, oui, effectivement, une violence verbale, des portières qui claquaient. Il est vrai que maintenant, il y a un certain apaisement dans les examens et souvent maintenant une certaine politesse de la part des candidats. Hein. Les candidats, eux, voient la chose d'un œil tantôt inquiet, tantôt narquois. Si ça peut leur permettre de dormir mieux, tant mieux pour eux. C'est assez frustrant en fait. Je le passe pour la 3e fois et c'est vrai que on aimerait bien savoir tout de suite. Pourquoi plus de pression? Parce que déjà on en a à l'idée de passer le permis, mais en plus il faut attendre 2 jours pour connaître la réponse. C'est pas évident. C'est pas évident. Dans les 10 départements test, l'agressivité semble diminuer. L'automne prochain, l'annonce différée pourrait être généralisée. Je vous demande c'est si vous me le donnez mon permis, oui ou non? Pour éviter des scènes comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité, hein? Si vous n'êtes pas en vacances, c'est quelques images pour vous faire rêver. C'est l'été avant l'heure sur la Côte d'Azur. Après quelques semaines maussades, les beaux jours sont arrivés. Il faisait près de 24 degrés aujourd'hui sur la promenade des Anglais. Les terrasses sont bien remplies. Nathalie Jourdan, Hervé Pozzo. Si ça, c'est pas un signe... Alors avec ou sans anchois les Pomeraniens? Le sandwich roi de la côte est de sortie, 24 degrés au soleil et un incontournable, le repas sur le pouce, c'est sur la plage. On vient prendre le soleil et puis s'aérer un petit peu la tête là entre 2 demi-journées de travail. Avril, c'est l'époque où l'on peut encore s'étaler sur une serviette biplace et pour qu'elle ne reste pas à moitié vide, il faut passer la première couche. Il faut faire attention les premiers jours, bien se protéger. Vous avez la petite crème qui va bien? Voilà, tout à fait. Avril est trompeur, la Méditerranée est à 14 degrés, les plus sages marchent sur l'eau. Vous piqueriez une tête? Peut-être, volontiers, mais on n'a pas la tenue. Moins ambitieux, les aficionados des terrasses niçoises, recette made in Normandie pour supporter le beau temps. Là, on a bu un coup, on en remet parce qu'il faut fêter ça, le soleil. Une fête pour le retour du soleil, les palmiers frissonnent de plaisir, la Côte d'Azur a rangé ses parapluies, la répétition générale est réussie, la saison va pouvoir commencer. Tennis, pas très loin de là, Monte-Carlo, il a fait tout ce qu'il a pu et il s'est bien battu, mais l'espoir français Richard Gasquet, 15 ans et demi, a été défait aujourd'hui par le russe Marat Safin, numéro 4 mondial tout de même. Le score 6-4, 6-1, une défaite honorable pour Richard Gasquet. Consolation pour les Français, Sébastien Grosjean l'a emporté 6-3, 7-6 aujourd'hui au deuxième tour. C'est le dernier Français en lice. La balle de match emportée par Marat Safin, le russe. Fin de cette édition, tout de suite donc élection 2002 avec Jean-Marie Le Pen, la météo Patrice Drevet, dernier journal 1h Laurence Piquet, 1h30 démo de minuit Philippe Lefebvre, dès 6h30 Télématin. François Laborde recevra Bertrand Delanoë et Jean-Pierre Chevènement au 4 vérités. Et on se quitte avec ces images d'une soixantaine de nains de jardin volés et placés dans un blocos du Calvados. La gendarmerie a lancé un avis de recherche pour retrouver les propriétaires, mais apparemment pour l'instant on ne se bouscule pas. À demain.